très rempli, la musique. J'aimerais que tout le monde puisse avoir la musique comme compagnon de nourrissant. Mais à un moment donné, la guitare était sur le divan et puis mon bras a passé dans tordeur, puis graduellement. Puis à l'été de mes 15 ans, alors j'ai décidé de devenir guitariste classique. C'est un instrument qu'on tient dans ses bras. C'est un instrument sur lequel on a un contact direct. Alors, j'imagine que c'est parce que je veux tenir mon instrument près de moi, ça doit faire partie de ma personnalité. J'aime à penser que quand je joue de la musique, ça va plus loin que juste le son qui est dans ma pièce ou dans une salle de concert. J'aime à penser que la musique, c'est un lien avec un autre univers. Beethoven a dit que la musique, c'était le chemin le plus direct pour aller à Dieu. Puis moi, je suis croyant, sans être religieux, mais je suis croyant, puis je crois que la musique amène à un degré de conscience ou à c'est un autre univers, c'est un autre monde. Je m'appelle Michel Beauchamp. Je suis guitariste classique et flamenco aussi. Et j'ai fait des recherches pendant plus de 12 ans sur des grands compositeurs que sont Johann Sebastian Bach, Fernando Sor et Francisco Tárrega. Quand je fais des recherches sur un compositeur, ça va paraître extrêmement prétentieux, mais je cherche la vérité. Puis on dira, bah la vérité, c'est la vérité, c'est une vérité, c'est la tienne, c'est la mienne. Ou ça n'existe pas la vérité, comme la perfection d'ailleurs. Mais c'est pas parce que la vérité ou même la perfection, si on prenait acte que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la viser. Et je vise la vérité dans tout ce que je fais. La vraie genèse de ma rencontre avec Tárrega et toutes les recherches que j'ai faites sur Sor et Bach viennent en fait d'une simple liste que j'avais commencé à me faire, il y a très très longtemps, des œuvres que j'avais pratiquées, interprétées et éventuellement jouées en concert. Alors, quand on commence une genre de liste comme ça, on se rend compte qu'on a fait 5, 6, 10, 12 pièces d'un compositeur, puis là on se dit « Ah, mais quoi d'autre de ce compositeur, comme dans le cas de Tárrega. » Donc là, je fais plus de recherches pour aller essayer de compléter ma collection d'œuvres de Tárrega. Et me basant sur une publication de Berben, des intégrales des œuvres de Tárrega, que je croyais fiable, mais en allant plus loin, je me suis rendu compte qu'il y avait des drôles de trucs, dont une pièce de Fernando Sor qui s'y trouvait. Ensuite, il y avait des transcriptions qui étaient là. Il y avait des œuvres de Mendelssohn, des œuvres de Verdi, mais même si Tárrega les a transcrites, une œuvre de Verdi, même jouée à la guitare, reste une œuvre de Verdi, ne devient pas une œuvre de Tárrega. C'était donc de retrouver toutes les œuvres de Tárrega, et ce, grâce aussi au travail fondamental, parce que je n'ai pas tout fait seul, de Wolf Moser, qui a publié un livre en allemand que j'ai découvert à la Bibliothèque nationale de Catalogne. À la fin, il y avait un catalogue de toutes les œuvres de Tárrega. C'est un catalogue, même en allemand, je suis capable de le comprendre. Et puis, j'ai contacté Wolf Moser. Par chance, il était en vie. Par chance, il parlait français. Et puis, j'ai commencé à correspondre avec lui parlant de mon projet. Et il était très intéressé. Il m'a aidé dans la recherche de ces partitions perdues ou non publiées, ou disons méconnues du public ou des guitaristes. Sans lui, probablement, ça n'aurait pas eu le même effet, parce que j'aurais pas pu avoir accès, par exemple, à ce fonds de partitions qui était propriété de la veuve de Miguel Llobet. Miguel Llobet qui est l'élève le plus fameux de Francisco Tárrega. Et donc, Miguel Llobet avait en sa possession toutes ces partitions, tous les manuscrits de Tárrega, et qui dormait chez sa veuve. Et puis, Wolf Moser, lui, qui avait accès à ça, parce que lui-même, d'un élève de Tárrega, ça fait long, l'affiliation, mais quand même, il y a des contacts que Wolf Moser avait et qui lui a permis d'écrire ce livre. Et puis, finalement, j'ai contacté un éditeur, puis une maison de disques. Les deux ont accepté de publier le résultat de mes recherches. Puis là, j'ai continué à... En fait, j'ai comme fait la rédaction puis l'enregistrement de ça, et c'est sorti en 2009 pour le 100e anniversaire de la mort de Tárrega.
Je pensais pas du tout publier rien. Moi, je pensais que d'abord, un, que tout avait été fait. Puis deux, je me suis dit, ben, c'est quand même pas moi. J'ai beau avoir un premier prix de conservatoire, puis avoir fait mes classes d'écriture au conservatoire, mais ça fait pas de moi un musicologue. Et ça fait pas de moi un expert de la musique de Tárrega, Bach ou Fernando Sarr. Alors, je pensais même pas que j'arriverais jusque-là. Mais quand j'ai eu fini Tárrega, après, j'avais cette idée de jouer Jean-Sébastien Bach, ses œuvres pour luth, à la guitare 7 cordes, avec la corde plus grave qui permet de jouer toutes les notes de Bach. Et puis, d'avoir enfin les notes graves qui étaient dans la partition, mais que les guitaristes classiques à 6 cordes ne peuvent pas jouer. Ça ne descend pas assez grave. Alors, évidemment, ils montent les basses d'une octave, mais là, ça vient des fois interférer sur le discours musical. Ça pose problème. Je me dis, si on est pour rejouer Bach au 21e siècle, ben, peut-être cette fois-ci jouer toutes les notes. Et puis finalement, Fernando Sarr, lui, ça a été le plus compliqué des projets. Fernando Sarr, c'était de jouer les plus belles de ses œuvres, parce que lui-même l'admet qu'il a cédé à la demande de ses élèves qui demandaient sans cesse des œuvres plus faciles à jouer. Ça fait qu'une intégrale sort, d'abord, c'est plus de 500 pièces. Alors, c'est monstrueux en termes de quantité de musique, quantité de CD, quantité de partitions. Et puis c'est pas nécessairement intéressant. Donc, il fallait, dans le cas de Fernando Sarr, réussir à faire un tri, mais qui n'était pas basé sur ma propre appréciation du j'aime pas, parce que ça, c'est bien arbitraire. Alors, j'ai mis au point une grille d'analyse où j'ai analysé toutes les œuvres de Fernando Sarr plusieurs fois avec la même grille d'analyse qui comportait les éléments mélodiques, contrapuntiques, harmoniques, formels et d'originalité. Et qu'à chaque fois que je passais à travers toutes ces œuvres, je notais. Et quand je revenais, je renotais pour voir si je pensais encore la même chose. Et j'ai fait ça 3-4 fois. Et puis, à la fin, je suis arrivé avec des chefs-d'œuvre. Alors, c'est l'idée de condenser tout ça pour qu'éventuellement, le mélomane qui va écouter Fernando Sarr dans cette sélection de pièces arrive à se dire « Wow, c'est vraiment très bon ». Quand on fait des recherches, on éprouve certains bonheurs et des fois des déceptions. Alors, je vais peut-être commencer à parler des bonheurs. Dans le cas de Fernando Sarr, ça a été de recevoir ce facsimilé d'une lettre que Sarr envoie à son éditeur alors qu'il est à Moscou. Alors, c'est en 1827. C'est avant son retour à Paris. Il travaille comme compositeur de ballet à Moscou. Il gagne très, très bien sa vie. Il est adulé et tout. Mais il va écrire une lettre à son éditeur. Et c'est une lettre qui a été mise au jour très récemment et que je publiais pour la première fois dans mon ouvrage de Fernando Sarr. Et de lire la lettre de la main de Sarr, qui dit des choses comme Vous avez annoncé une collection nouvelle de mes ouvrages dans laquelle il y a une grande sonate à 4 mouvements que je ne connais nullement. Là-dedans, il écrit des choses comme ça. Alors là, il dit de quelle œuvre il parle pour apprendre que, avec toutes les déductions, avec chronologiquement et tout, d'apprendre que la sonate opus 25 en 4 mouvements sont des 4 mouvements de Fernando Sarr, mais que jamais Fernando Sarr les a mis ensemble pour en faire une sonate. Alors là, ça, c'est une bombe. Et qu'à la fin de cette lettre-là, il dit PS. J'ai toujours oublié de vous dire que parmi tous les lambeaux que l'on vous présentait, sachant que vous aimiez ce qui était de moi, on vous a présenté la partie de guitare d'un duo de guitare et flûte ou violon comme sonate. Et c'est ainsi que vous l'avez publié. Aussi, il y a des endroits qui ne signifient rien du tout, faute de l'autre partie. Moi, c'est ma déduction, que c'est l'opus 21, la fantaisie Les Adieux de Fernando Sarr, qui est en fait la partie de guitare d'un duo dont la partie de violon n'est plus là. Alors ça, c'est des petits bonheurs, mais il y a des déceptions. L'opus 30, il le dit dans la lettre aussi, que ce sont des variations sur la Mère Michel. Mais la fantaisie, le titre, c'est Fantaisie sur 2 thèmes populaires connus. Donc, le premier, c'est la Mère Michel, on le reconnaît, ça va. Mais le deuxième, c'était quoi? Puis j'ai cherché. Puis j'ai pas trouvé c'était quoi.
Alors, c'est des déceptions. On le retrouvera peut-être un jour, ou peut-être quelqu'un sait c'est quoi. Appelez-moi. Mais je ne sais pas c'est quoi. J'ai rencontré Yves Préfontaine, j'ai rencontré Sylvain Bergeron dans le cas de Bach. Parce que Bach, c'était un organiste. Yves Préfontaine est organiste et claveciniste. Et il a composé pour luth. Et le luth, c'est pas mon instrument. Mais Sylvain Bergeron est un expert dans ces instruments qui est le luth, l'archiluth, le théorbe, les guitares baroques et renaissance et tout. Alors, ils m'ont été d'une grande aide parce que je voulais vérifier des choses que je croyais, mais je n'étais pas sûr. Et puis, par chance, ces gens-là sont à Montréal, ce sont des amis, alors j'ai pu les rencontrer et puis j'ai pu valider des choses, puis dans certains cas, les corriger ma perception. On parle vraiment de détails, mais les détails sont tellement importants. Au 16e siècle, début du 17e siècle, le pouce n'était pas très utilisé. Chez les Français, quand on regarde les doigtés, par exemple, chez François Couperin, par exemple, dans certaines pièces de son œuvre de clavecin, les doigtés sont nommément écrits, et dans une montée de 2 octaves à peu près, le pouce est absent. Quand je veux, ça pour moi, c'est un accord arpégé qui est plus homogène que faire pouce, pouce, IMA. Ça, c'est plus plaqué, 5 cordes. Est-ce que tu fais ça, toi? Non, en fait, nous autres, on s'en sert beaucoup. Ah oui? On s'en sert comme appui. En fait, c'est notre GPS ici. On voit, ça nous sert à nous positionner sur les cordes graves. C'est un point d'appui. Il sert aussi, dans la musique de la Renaissance, par exemple, à faire une espèce de... pour les notes rapides. À quoi peut servir la vie d'un guitariste classique au 21e siècle? Alors, ça peut servir à plein de choses, mais de penser que ce que j'ai fait va rester, a amené des choses nouvelles, des choses inédites, me remplit de joie, franchement. Je me dis, c'est incroyable que j'ai réussi à faire ça. 15 années de recherche, ça m'a rempli de joie et de satisfaction, mais maintenant, il s'agit maintenant de les jouer en concert le plus souvent possible.
majorité des grands compositeurs comme Bach, Sartre et Tárrega demandent une grande compréhension de la musique. Pour comprendre ces grands compositeurs-là, il faut comprendre la musique. Il ne faut pas juste comprendre l'instrument.